Bonjour et bienvenue sur la plateforme de Mbikoudi. Vous êtes avec Mbikou aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons une vidéo, une émission très spéciale pour vous aujourd'hui. C'est par rapport à l'éducation. Alors le thème d'aujourd'hui sera une éducation noire pour le peuple noir du futur. Vous allez vous poser la question de comment est-ce que et pourquoi avons-nous choisi ce thème-là? Eh bien, un peuple ignorant est un peuple esclave. Un peuple est esclave, un peuple qui sert les autres peuples pour toujours. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que nous avons l'honneur d'avoir un guest qui est très spécial, quelqu'un que vous connaissez très bien. Eh bien, c'est Monsieur Kinkela Wamazulu qui va nous aider aujourd'hui à développer ce thème, bien évidemment. Et aujourd'hui, il vient pour représenter l'université, une académie de la culture noire. Et nous allons présenter Monsieur Kinkela Wamazulu qui va nous rejoindre aujourd'hui. Bonsoir. Et Pep. Bonsoir. Ouais. Alors, juste pour merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais d'abord, bien évidemment, qu'on puisse expliquer un peu pourquoi nous avons parlé d'une éducation noire. Parce que beaucoup de gens disent que quand on parle d'éducation, on voit par exemple le taux de littératie. Alors, on voit que le taux de littératie augmente, où il y a beaucoup de gens qui savent lire et écrire, et beaucoup de personnes. Ça suffit comme éducation. Ou encore, envoyer les enfants à l'école, ça suffit comme éducation. Alors, pourquoi? Donc, vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse développer pourquoi l'argument est très important. Merci bien et je salue à tous les frères et sœurs qui nous suivent. La thématique de l'éducation est très importante. Éduquer signifie programmer. Mais quand on programme, c'est parce qu'il y a un objectif. Vous ne faites pas un programme pour rien. De la même manière pour éduquer. Quand on éduque un peuple, on est en train de programmer un peuple pour un objectif. Cet objectif est contenu dans la tradition. Pourquoi la tradition dit que quand nos ancêtres se sont installés à un point donné, ils avaient des objectifs. Et les personnes étaient programmées. Les progénitures étaient programmées par rapport à l'objectif. C'est ça l'éducation. Alors, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons connu durant l'esclavage, la colonisation? Eh bien, nous avons été programmés, nous avons été éduqués pour un programme qui a des objectifs qui ne sont pas les nôtres. L'éducation est un conditionnement. Le problème, c'est que chaque peuple programme, éduque par rapport à un programme propre, ce qu'on appelle les programmes civilisatoires. Lequel est les nôtres? Nous n'avons plus. Pourquoi il est important aujourd'hui d'éduquer les peuples? On remarque combien il est difficile, par exemple, en termes des rapports de concitoyenneté entre les peuples noirs. Entre les Congolais, il n'y a pas d'attente. Ce n'est pas seulement les Congolais. Quand vous allez au Zimbabwe, quand vous allez à Bamako, quand vous allez partout, vous trouvez les mêmes problèmes. C'est-à-dire, vous allez trouver un Zimbabwéen qui lui trouve normal d'avoir des amitiés avec des Arabes, avec les propres Zimbabwéens. Vous allez trouver un Congolais qui préfère absolument pas vivre parmi les Congolais et aller se trouver dans une maison où il n'y a que des Belges, ou peut-être qu'il trouve des amitiés, qui trouve un terrain d'amitié plus plausible avec un Zimbabwéen que par rapport à un Congolais. Les problèmes, c'est lesquels? Le problème est simple, c'est l'éducation. Parce que quand on programme, on fait des programmes, c'est pour fonctionner ensemble. On doit concevoir la nation comme un computer. Dans un computer, on installe des programmes. Mais ces programmes sont faits pour qu'ils créent des synergies pour arriver à l'objectif. Projeter l'image sur l'écran. Alors, quand ces programmes ne sont pas connectés, il n'y a pas de résultats. Le point le plus important, c'est qu'ici, on est en train de comprendre et comment avons-nous été programmés. En fait, nous avons été programmés colonialement pour obtenir des objectifs coloniaux. Par exemple, dans les domaines de l'éducation, vous avez un professeur qui s'est dit professeur de géographie. Et c'est quelle géographie qu'il connaît? C'est la géographie de la France, de la Belgique, de l'Angleterre. C'est ce qu'il va prendre à l'enfant. Alors, vous allez trouver un enfant de Bamako, ou un enfant de Congo-Diamfoua, ou plutôt un enfant de n'importe quelle ville africaine qui ne connaît pas le nombre d'avenues qui sont dans les quartiers où il habite. Mais cependant, il a obtenu un vote 10 sur 10 en géographie.
géographie de quoi? Ah, c'est vraiment étonnant. En fait, c'est une chose qui est bafouante parce que du moment où on vit et on apprend dans le continent de Katiopa, on ne se rend pas compte actuellement des dégâts que cela cause. Par exemple, quand j'étais enfant, parce que moi j'ai eu, je peux dire, la chance d'avoir ouvert mes yeux à travers avoir eu une éducation différente. J'ai eu une éducation scolastique entre l'école secondaire en Afrique et une autre en Europe. Donc j'ai eu ce que j'appelle un éveil dans le sens où j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans les deux systèmes, bien sûr, mais j'ai aussi réalisé comment certaines choses qui n'avaient pas de sens, n'avaient pas de place dans le système en Afrique, trouvaient une place dans le système européen, par exemple. Donc, quand on faisait la géographie de la France ou du monde entier, c'est ce qu'on appelait la géographie du monde entier, alors on étudiait la géographie de tout autre peuple à part la nôtre, au fait. Donc, on appelait ça une géographie ou encore une histoire globale, mondiale. Par contre, quand on fait la géographie globale, mondiale ou même l'histoire mondiale au Royaume-Uni, on fait une géographie ou une histoire qui a dans son centre, c'est le pays même où vous vous trouvez. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les relations que le Royaume-Uni a eues par rapport au monde. Donc, quand on parle du monde, on ne parle pas au fait du monde sans le Royaume-Uni ou de tout ce que les autres font. Non, c'est plutôt la relation que le Royaume-Uni a eue avec le monde. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la même chose avec la géographie. Par exemple, quand on fait la géographie ici, on apprend la géographie européenne. On apprend les termes qui nous aident, au fait. On apprend les érosions, on apprend par rapport au query. Donc, on vous montre, en fait, on vous envoie comme enfant à aimer la diversité territoriale que vous avez sur votre territoire. Et donc, quand vous êtes plus grand, vous avez l'envie de voyager et d'aller découvrir ce paysage que vous avez appris par la géographie. Et surtout, j'étais vraiment très choquée parce que bien sûr, quand j'étudiais ici, il y avait des phénomènes géographiques qu'on nous expliquait que j'ai pu par après, donc je dirais même pendant la même année scolastique, aller vérifier en voyageant dans le lieu d'où on parlait. Par contre, quand on est dans le continent, on vous parle de la géographie de la France, vous devez prendre un avion, quitter votre pays, aller pour vérifier. Par contre, en France, on apprend aux Français la géographie de la France. Donc, pendant les vacances, l'enfant ou la personne qui apprend a un intérêt pour aller visiter un lieu du même pays. Et encore, quand il se retrouve là-bas, il a une admiration pour son pays, l'admiration pour les personnes qui trouvent dans ce lieu. Par contre, voilà, l'éducation que nous, on reçoit dans le continent n'est pas... On a été depuis la chute du Royaume Congo, par exemple, l'un des derniers royaumes à tomber, le Royaume Congo, nous avons été déséduqués. Parce que l'éducation qu'apporte l'UNESCO, c'est une éducation qui crée un problème, un grand problème, un problème culturel. C'est ce que moi c'est ce que moi j'ai appelé les racismes atypiques. Pourquoi? Parce qu'il existe un racisme typique que nous connaissons. Le racisme dit à la différence de la pigmentation de la peau. C'est-à-dire les gens qui ont tendance, les gens qui ne possèdent pas de mélanine, se sont inventés cette histoire selon laquelle il y aurait une supériorité raciale par le fait qu'ils n'ont pas de mélanine. Parce que le fait qu'ils ont perdu la mélanine, je dirais. Donc, c'est comme pour dire la perte de quelque chose deviendrait une supériorité. C'est comme si quelqu'un s'est rentré dans ma maison, volé mon frigo, cassé, tout devenu supérieur vraiment parce qu'il a volé mon frigo. C'est quelque chose Ok, mais ce que je voulais dire ici, qu'est-ce qui se passe quand il y a démembrement culturel par l'éducation? On reprogramme les personnes qui sont provenant d'une culture à raisonner de manière différente. Et pas seulement à raisonner, mais à arriver à discriminer leur propre culture. Alors, vous allez trouver, par exemple, ceux qui ont vécu à Congo-Dianfo, à Brazzaville, à Kinshasa, vous allez trouver une discrimination, par exemple, géographique. Les gens qui habitent en ville, discriminent ceux qui habitent à la cité. Pourquoi? Parce que la ville était là où les colons blancs habitaient. Et puis la cité était là où les Noirs autochtones habitaient. Alors, comme il y a eu cette colonisation, cette fragmentation au niveau de la culture, parce qu'il est allé l'habitant de la ville a été éduqué à l'école des Blancs. D'un coup, il devient blanc intérieurement. Et il regarde, c'est lui qui vient de la cité, avec le même jeu que les colons regardaient les Noirs.
Et il les discrimine. Qu'est-ce qui s'est fait? Alors, comme lui, il est noir, il est Mukongo, Mouchouaïli, Moulouba, il ne veut plus s'identifier à sa culture. Et il commence à dénigrer. En dénigrant sa propre culture, il commet ce qu'on appelle la discrimination culturelle. Ça, c'est le problème le plus important. Parce que de la discrimination raciale, nous, on s'en fout catégoriquement. Ce sont des choses qu'on a appris dans la télévision. On voyait les Noirs américains surtout parler de ces problèmes. Mais généralement, nous qui sommes nés dans le continent noir, grandi continent noir, ça ne nous a jamais affectés. Je pense que ça devient un problème quand on parle de crime, par exemple, quand on parle de crime racial. Parce que c'est comme on dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui, comment je dirais, qui conduisent pendant qu'ils sont ivres, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que tous les gens qui ont des permis ne peuvent pas boire de la boisson, par exemple. Donc, je pense que c'est la même chose qu'on a avec le racisme. C'est un phénomène qui, bien sûr, ne touche pas beaucoup de personnes, mais c'est aussi un phénomène qui, par contre, touche quelques personnes. Ça touche quand on est hors du continent. Hors du continent. Voilà. À l'intérieur du continent, généralement, on s'en foutait que l'homme blanc se fasse des ailes. On s'est toujours en foutu que l'homme blanc se sente supérieur. On s'en fout complètement qu'il se sente supérieur par rapport à la couleur de la peau. Mais le point qui nous a affecté le plus, c'est la discrimination interraciale. C'est-à-dire la discrimination raciale, ce que j'appelle la discrimination, ce que je les note comme une discrimination atypique. Pourquoi il y a de la présence de cette discrimination? C'est parce que l'homme noir n'est plus éduqué. Aujourd'hui, nous avons une situation fragmentale, c'est-à-dire des détresses. L'Afrique, le peuple noir est en train de tomber. Dernièrement, on a eu à voir avec les musiciens. On a décidé, disons, la diaspora a décidé qu'il n'était plus bon que les musiciens distraissent les gens. Okay? Et on a la distraction. On a arrêté les musiciens. Et maintenant, on en veut aux pasteurs. Okay? On va arrêter les pasteurs. Mais le problème est lequel? Ce que nous avons devant nous est la manifestation de notre niveau intellectuel. La musique, les musiciens, disons, les théâtres, les pasteurs, c'est la manifestation du niveau intellectuel du peuple. Le niveau intellectuel du peuple étant, le niveau culturel et intellectuel du peuple étant réduit au centre, nous avons ce genre de manifestations. Aujourd'hui, nous allons nous apprendre aux musiciens, après aux pasteurs, après aux comédiens. Nous allons continuer ce que le peuple n'a pas éduqué. C'est pourquoi il est important. Bon. C'est ce qu'on appelle un coupable. C'est quand on n'arrive pas à prendre la responsabilité. Non. Alors on passe à l'autre. Les pasteurs, quels sont les pasteurs? Là, tout le monde dit que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est connu de tous. Si la religion est l'opium du peuple, qui l'a vend? Les pasteurs. Les rapports entre les pasteurs et les croyants, c'est un rapport du genre narcodépendance. C'est-à-dire, les pasteurs vendent une drogue psychique. Et les croyants, des fois, ils raisonnent. Mais comme tout drogué, bien qu'il pense que la drogue est mauvaise, mais au moment du besoin, c'est plus fort que lui. C'est un besoin physiologique, il doit aller prendre sa drogue. Mais sachant que c'est mauvais, c'est comme les gens, vous voyez ce que les pasteurs vont. Mais les gens vont dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de cette drogue psychique. Cette drogue psychique, pourtant, elle est fonction, elle est en relation directe avec le niveau intellectuel, culturel de la population. C'est pourquoi les plus grands problèmes, aujourd'hui, c'est le niveau culturel et intellectuel du peuple noir. Il est très bas. Beaucoup des notions que nous connaissons, comme nous reconnaissons comme culturelles, ne sont que des ammodérations du colonialisme. C'est le fonctionnement de le colonialisme, comme l'éducation répressive que généralement les Africains pratiquent sur les enfants. Ça, c'est une copie-collée du colonialisme. Mais nous allons dans tous les rangs. Au niveau de la santé, nous avons au niveau de la religion. C'est la même chose. Au niveau des institutions. Le monde noir a besoin des institutions noires. Les institutions noires, les derniers, ce sont les royaumes Congo. Quand nous en sommes rentrés dans l'esclavagisme, il y a eu des administrations coloniales. Les administrations coloniales arrivaient à un niveau, se sont transformées en gouvernements nationaux. Jeu de magie. Un jour avant,
Ok? On l'appelait, c'est comme Franck Fanon a dit, avant l'indépendance et après l'indépendance, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, les administrations coloniales qui étaient des administrations coloniales gouvernées par des Blancs, les jours après, on les appelait des gouvernements nationaux, gouvernés par des Noirs. Ça, c'est un jet de magie. Avec ce jet de magie, nous, on a fêté l'indépendance. Mais c'est absolument pas vrai. Alors, on se retrouve avec des gouvernements. On a une police noire, mais elle n'est pas noire. Vous avez vu comment on traite les gens, comme les policiers noirs traitent les noirs. Et il faut vous disputer avec un blanc, attendre la police arriver, vous allez comprendre ces polices servent à qui, sert à qui. La police noire, l'armée noire africaine, les gouvernements, les institutions administratives comme les communes et autres, sont des instruments coloniaux. Ils sont là pour servir les destins ou pour servir les besoins coloniaux, c'est-à-dire transférer les ressources, tant humaines, intellectuelles, comme nous sommes tous finis aujourd'hui en Occident, et du sous-sol en Occident, et répresser la population. Il faut comprimer la population. Il faut maintenir la pauvreté. C'est ça la fonction. Il faut que l'homme noir s'habitue à être pauvre. Parce que sinon, il va avoir des ambitions de richesse. Et comme ces richesses, ces gens-là les veuillent. Alors, en vous éliminant, on doit aussi inculquer en vous une mentalité où vous vous contentez. Et heureux le pauvre, vous mériterez les royaumes des cieux. Et ils n'ont pas été, quand ils ont eu des problèmes de pauvreté, ils ne sont pas restés à prier. Ils sont allés ailleurs. Ils sont venus chez nous prendre. Mais nous devrions être heureux car nous mériterons le royaume des cieux. C'est là à voir avec l'éducation. Vous voyez, quand vous voyez la Bible, vous avez dans les lettres. Lettres aux Corintiens. Lettres aux Romains. C'est qui écrit les lettres? Ce sont les Hébreux. Vers les autres. Et ce sont les Hébreux qui étudient les lettres et qu'ils ont écrit aux Corintiens, aux Romains, aux Éphéniens. Vous vous imaginez un Africain qui se met à lire des lettres des Hébreux? Est-il un Hébreu? Du point de vue culturel. Je te regarde, est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème là-dedans? En fait, je pense que ça, vraiment, ça soulève un point très important pour que moi, je pense avec certaines choses. C'est quand on parle de l'éducation, on parle de l'organisation gouvernementale des autres et tout, ou encore on parle même de l'éducation de la religion. Moi, je pense que la religion des autres, ça ne nous regarde pas comme Africains, comme le peuple de Katiopa, ça ne nous regarde pas. On les laisse aux autres résoudre leurs problèmes. Et nous, on s'occupe à nos problèmes. Absolument. La religion, ce n'est que de l'histoire. Et puis, que l'histoire soit vraie ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous, on doit se focaliser sur nous, nos enfants, et ce qu'on va laisser au prochain. Mahomet, c'est un fait historique. Siddhartha Takayama Bouddha est un fait historique. Jésus-Christ est un fait historique. Comme Lumumba est un fait historique. Et puis, il y a la morale. La religion, c'est quoi? C'est l'histoire dans laquelle on applique une certaine morale pour éduquer les masses. Ok? Et là, on peut vivre que selon sa propre histoire. Les canards ne chantent pas comme les coqs. Non, et justement, comme les coqs ne plongent pas dans l'eau pour nager. Vous, si le canard s'est passé son temps à lire l'histoire du lion ou du chien ou vous imaginez un canard vous imaginez un canard attaquer un lapin, ça serait de la folie. Ça, c'est ce que nous pratiquons. Je pense que ça nous emmène vraiment à la question qu'on a. C'est par rapport à, souvent quand on parle de, bien sûr il y a des livres qui sont sur la table qu'on va discuter aussi un peu. Et souvent quand on parle de l'éducation, on parle de comment changer, quel format utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, donc, alors si vous disiez que l'éducation n'est pas complète, elle n'est pas bonne ou quoi que ce soit, alors pourquoi vous utilisez des livres des personnes qui ont étudié dans ce système-là? Ou encore, pourquoi vous utilisez des livres des personnes qui ont écrit en utilisant l'alphabet, je ne sais pas, anglaise, française ou latine, si on peut même dire. Alors, ça pose la question. Et je pense que c'est... Et aussi, la deuxième question aussi sont des personnes qui disent que notre continent est très riche. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lire des livres? Est-ce qu'on a besoin de lire des livres? Si pas, dans quel cas où on peut dire qu'une personne n'a pas besoin de s'instruire avec des livres écrits... par d'autres confrères. Écoute, maman, un des plus grandes bibliothèques du monde à ce jour encore reste celui d'Alexandre, en Égypte. Plein de papyrus. Nous avons eu l'université à Timbuktu, plein de papyrus. Tous les études scientifiques faites aujourd'hui ont été repris des papyrus.
Oui. Les théorèmes de Pythagore Il faut. est complètement repris dans les papyrus. En fait, on dit papier parce que ça vient du papyrus. Alors, qui s'hasarde à dire que nous n'avons pas besoin de lire de la continent noire? Pourquoi nos ancêtres ont tant écrit? Parce que tout ce que vous voyez comme développement, Champollion, qui ont créé les sciences ou développé les sciences occidentales, tout comme les Hellènes, les Socrates, sont venus étudier. Ils ont étudié sur quoi? Ils ont étudié sur les papyrus. Donc, à la base, il y a une étude qui doit être systématique. Et ça il est important qu'on raisonne de cette manière. Les écrits sont importants. On ne peut pas accepter à la connaissance par élimination. Mais même pour arriver à l'élimination où on reçoit, comme le dirait quelqu'un, des informations télépathiquement, il faut avoir fait un parcours éducatif ou un parti initiatique. Parce que initiation et éducation, c'est la même chose. On parle de la reprogrammation. Seulement que dans l'éducation, on parle de la programmation des connaissances. Pendant que dans l'initiation, on parle de la programmation des habitudes. Moi, j'ajouterais même, quand on parle de, par exemple, des personnes qui... En fait, c'est vrai, il y a un fait qui est... C'est pas tout le monde qui ont accès aux livres, par exemple. C'est pas tout le monde qui ont accès à l'éducation. Mais qu'est-ce que le livre dit, par exemple? Donc, si je prends ce livre-ci de Runoko Rashidi, ce livre-ci explique My Global Journeys in Search of the African Presence. Donc, c'est Runoko Rashidi qui explique, donc il explique comment il a fait un parcours autour du monde pour trouver une présence africaine dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'un livre d'abord? Un livre, c'est une histoire. Un livre, c'est une personne qui raconte son expérience, une personne qui raconte son point de vue. Donc, c'est vrai que oui, bien sûr, je dirais que lire est très important, bien sûr. Donc, si vous savez lire déjà, donc je pense qu'on a déjà dépassé, le problème. Donc, il faut définitivement s'instruire. Mais une autre chose, c'est qu'on a aussi un patrimoine linguistique, culturel très important. Et ce patrimoine-là, c'est le patrimoine de nos anciens. On a nos anciens, nos grands-parents, on a aussi ce qui se trouve dans le continent. Parce que moi, la chose qui m'étonne, c'est que quand on dit, par exemple, pourquoi lire, l'Occident dépense beaucoup de millions de dollars pour aller en Afrique, pour continuer à faire des fouilles, pour rechercher les tombes de nos ancêtres, pour rechercher les papyrus de nos ancêtres, pour rechercher les artefacts de nos ancêtres, pour rechercher les buildings que nos ancêtres ont créés, pour rechercher tout ce que nos ancêtres ont fait. Et même des fois, c'est même pas nos ancêtres très loin. Des fois, c'est même il y a 100 ans, il y a même 50 ans, ils vont le prendre parce qu'ils vont l'étudier pour comprendre justement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la personne qui a créé n'est plus là pour lui expliquer qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, ils vont étudier la chose, essayer de comprendre et créer et copier et recréer et refaire et réutiliser. Par contre, nous, on a toute cette connaissance, on a toutes ces informations, mais on ne les utilise pas. Alors, tu comprends pourquoi il est important de ne pas éduquer l'Africain, plutôt il faut les déséduquer. Tu comprends maintenant le rôle des institutions occidentales dites éducatives en Afrique. En fait, l'Afrique a une telle grande richesse du point de vue archéologique, du point de vue anthropologique, du point de vue linguistique. Okay? Par exemple, vous n'allez jamais trouver un dictionnaire Luba Congo. Vous allez trouver un dictionnaire qui sont Congo français, Luba français. Il y a une richesse tellement énorme. Alors, c'est quoi le but des institutions occidentales, l'écoderme aérien en Afrique? C'est celui de déséduquer, de tenir les Noirs loin du champ de l'étude, parce que l'étude découvre la richesse. Par exemple, à ceux qui ne savent pas, pour ceux qui se font du problème de la langue qu'on est en train de parler, les Français et plutôt l'anglais, ce sont des dialectes. Les Français est une dialecte qui vient, les Français comme l'anglais, ce sont des dialectes qui sont nés du latin. Alors, les latins est une dialecte du Chicam. Le Chicam est une dialecte de la langue égyptienne. Ok? En pensant, les Chicam, et puis nous avons les Coptes. Oh, les Coptes anciens, c'est ça la langue de nos ancêtres. Donc, quand on dit par exemple le Luba, on dit le Luba est une dialecte ou une langue nationale. Non, le Luba est une langue internationale. Le Luba est parlé à plus de 25 pays en Afrique. Il y a plus de 26 000 personnes qui parlent le Luba. Non, 260 000 personnes qui parlent le Luba.
Le Luba est une langue internationale parce qu'elle sert de base. Les Luba, tout comme les Congo, ce sont des langues qui ont servi de base pour créer les langues coptes. Des langues coptes au Chicam, des Chicam au latin, de latin au français, anglais. C'est pourquoi on veut absolument tenir l'homme noir hors du champ de l'étude. On ne veut pas que vous découvrez. On ne veut pas parce que vous allez découvrir la vérité. La vérité, c'est que toutes les richesses sont en Afrique. Il a été pillé pendant des siècles, mais elle est encore riche. C'est comme ça que vous avez des bijoux aux États-Unis qui mettent des millions de dollars sur les titres de l'Égypte antique. Posez-vous la question. Quand vous allez dans les villages à Bamako, quand vous allez dans les villages partout en Afrique, vous allez trouver les scientifiques occidentaux qui vont faire des recherches dans les forêts noires. En fait, ce ne sont pas des recherches. Comme vous pensez, peut-être ils ont des laboratoires. Non, non, non. Ce qu'ils font, ils vont dans les petits villages, ils apportent dans les petites nourritures et ils vont chercher les guérisseurs du village. Ils vont poser des questions. En fait, comment vous faites quand vous avez la dysenterie? Alors, les guérisseurs, en bonne foi, va dire, écoute, vous voyez cette feuille, quand vous la recueillez et vous la laissez sécher pendant 2 jours, vous la bouillissez, vous avez la recette contre la dysenterie. Ok, c'est là. En fait, la African Holistic Health, la santé holistique intégrale noire africaine. Alors, qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur, en fait, après avoir pris les informations, il va rentrer en Europe avec les informations qu'il a prises chez un guérisseur. Il va rapidement écrire un livre et puis il va signer, il va écrire PhD. Ok, non? Ça, c'est PhD. Et puis, il va faire une publication avec tant de financement des banques occidentaux et il va créer, on va découvrir exclusive une maladie, une médecine contre la dysenterie. Alors, vous imaginez maintenant, ça, c'est ce que votre grand-père leur a donné comme information gratuitement. Maintenant, vous, les petits-fils, vous allez partir de l'Afrique, payer votre billet, venir ici, dépenser de l'argent pendant 4 ans pour aller à l'université, aller apprendre ce que le monsieur a pris chez votre grand-père pendant 30 minutes, seulement il a écrit sur 200 pages. C'est ça les problèmes. C'est comme ça qu'il est important pour nous de nous recentrer sur l'Afrique. Et je pense qu'aussi, en ajoutant ça, on doit aussi apprendre, on doit parler de notre histoire, on doit partager notre histoire parce que c'est vraiment important de voir que ce monsieur Rinoko Rachidi de l'Amérique, encore une fois, est parti, il a écrit beaucoup de livres, Notre livre, c'est celui-ci, 100 000 ans de présence africaine en Asie. Un autre, c'est The Camp Before Columbus, qui est un autre... Ça, c'est notre Ivan Sertima, qui a démontré au fait que quand nous parlons de Colombo qui découvre l'Amérique, la découverte de l'Amérique, ça c'est des histoires à dormir debout parce que quand Colombo est arrivé aux Amériques, les Noirs étaient là depuis des siècles. Colombo n'est pas arrivé en Amérique, il n'a pas découvert l'Amérique, il est arrivé en Amérique. Tout comme Diego, quand on n'a pas découvert l'embauché du fleuve Congo parce que nos ancêtres étaient là. Non, moi j'ai découvert Glasgow aussi quand je suis arrivé. Ouais, c'est comme dire que moi j'ai découvert Glasgow. Ça serait des choses à dormir debout. En fait, il n'y a pas une découverte. On ne peut pas découvrir quelque chose sur cette terre parce qu'il y a quelqu'un qui y habite. Je ne peux pas quitter ma maison, aller dans la maison de mon... Je sors de ma maison, je vais chez mon voisin, c'est la première fois que je découvre sa maison. Ça c'est de la mythomanie. Mais je pense qu'aussi, c'est quand, encore une fois, quand on part à l'école, on nous dit qu'on vous parle de Jésus-Christ comme le commencement du monde actuel, de l'ère actuelle. Alors, vous commencez avec Jésus-Christ en l'an 0 et puis aujourd'hui, on est en 2000. Et quand vous savez qu'une vie aujourd'hui, c'est, selon les livres, bien sûr, les livres d'histoire et tout, une vie, c'est on parle de 75 ans à jusqu'à 100 ans ou peut-être 120 ans. Par contre, on ignore complètement qu'il y a des personnes en Afrique ou en Asie qui ont des très longues durées de vie, mais ça, on ne compte pas. Mais parce écoute, que c'est l'homme moderne. C'est pas à compter, c'est pas à juger. Et c'est comme ça que quand on prend ces faits en considération, et c'est comme ça qu'on pense que avoir fait une découverte il y a 500 ans, c'est une chose qui est une chose au fait, à éblouir. Pendant que les civilisations, on peut voir qu'il y a eu des civilisations, jusqu'à même l'Égypte, on parle déjà de 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, 4000 ans avant Jésus-Christ, donc on part avec... et puis, il y a seulement 500 ans, il y a une personne qui découvre l'embouchure du fleuve Congo.
Et c'est une chose à... Écoute, maman, c'est étonnant. du point de vue scientifique, l'homme moderne, je ne parle pas de l'homme noir, ok? L'homme moderne est présent sur cette terre il y a 350 000 ans. Oui, et maintenant, imaginons-vous que seulement 500 ans d'histoire, et quand on parle de 500 ans d'histoire, on parle de découverte dans le monde. Par contre, on sait très bien que dans les pyramides, il y avait une photo d'un Égyptien, ou je dis une personne sur le canton de Katiopa, qui avait un téléphone, qui touchait un téléphone portable. Ce sont des vieilles comme ça. technologies Et qui alors, ont toujours été là depuis très longtemps. En fait, Excellent. le problème, c'est quoi? L'écoderme est dans sa démarche de découverte du monde. En fait, c'est que le décoderme dit à défaut qu'il a découvert lui, mais il n'a pas découvert pour tous les autres parce que c'est la dernière race qui est née. Il a découvert, nous, c'est comme quand tu découvres la cachette de ton grand-père, tu découvres la cachette de ton grand-père, ou ton grand-père t'a laissé de l'argent qu'il mettait là il y a quoi, 80 ans, tu découvres ça parce qu'avant tu ne la connaissais pas. Ouais. Tu vois, tu es dans ta maison, tu caches le mur, et puis paf, tu tombes sur un brique, et tu trouves de l'argent à l'intérieur, et tu comprends que c'est son grand-père qui cachait de l'argent. Ça, tu découvres ça. Mais ton grand-frère l'a fait il y a très longtemps. La race blanche, les colons, nous devons tout simplement la laisser un peu tranquille parce qu'il est trop jeune pour nous autres. Nous avons 350, c'est ce que j'ai dit à mes frères et sœurs, nous avons 350 000 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'histoire de l'esclavagisme, ou quand les Condem pensent dans cette phase où, avec la propagande de la race aryenne, on commence à la destruction du monde noir. Mais c'est seulement 6 000 ans. 6017, 18, avec cette année. Mais pensez-vous, raisonnez un moment, qui représente 6018 ans de destruction? C'est 350 000 ans de construction. Ils ont à peine détruit une chambre du château. Il n'y a pas de pertes. Mais maintenant, nous avons compris avec qui nous avons affaire. Je pense qu'en allant avec ça aussi, c'est quand on parle de, comme on a expliqué, il n'y a pas de perte. Mais le problème, c'est que quand l'histoire que vous prenez est une histoire d'un peuple quelconque, alors cette histoire devient l'histoire globale de tous les peuples. Et il y a un problème, parce que là, maintenant, on a une perte. Parce que donc on vous demande de perdre votre histoire, d'oublier votre histoire, d'oublier votre mémoire, en ne pas passant les informations de génération en génération. Et alors, vous êtes maintenant emmené très loin de tout ça. Et après, quand vous apprenez la seule histoire qui est montrée comme l'histoire globale, et vous réalisez qu'on parle que de 2000 ans, pendant qu'on a 350 000 ans d'histoire. Au moins que l'on connaisse, parce qu'on ne connaît pas tout, en fait. Donc, ça peut être encore plus long, mais on ne connaît pas vraiment. Alors, avec ça, je pense qu'on peut passer de ces deux livres ici. Un autre livre que je voulais aussi montrer et te laisser montrer, c'était celui-ci ici. Alors, celui-ci, c'est un livre de culture et des accents. Alors, pourquoi j'aimerais le présenter? C'est parce que c'est un livre qui montre comment l'éducation n'est pas juste l'éducation, comme on dit, livre et tout, mais c'est aussi avec l'art. C'est avec l'art, comme c'est aussi avec la linguistique. On a parlé de la langue. Parce que c'est très important qu'on puisse apprendre nos langues maternelles, les langues de nos ancêtres, les langues de nos grands-parents, être proche d'eux et d'écouter leurs expériences, d'écouter tout ce qu'ils ont fait pour que nous puissions cristalliser ça et créer quelque chose que nous allons donner à la génération future. Et avec ça aussi, il y a un autre livre qui est très important, c'est celui-là, c'est celui qui s'appelle What I Never Told You in History Class, volume 1. C'est un livre qui parle de ce qu'on ne vous a pas dit pendant pendant la classe d'histoire à l'école. Je pense que s'il y a des parents qui veulent savoir que faire avec les enfants, les livres pareils sont très bons pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent comprendre leur histoire. Et un enfant qui connaît l'histoire très jeune, c'est un enfant qui sera un soldat de demain, une personne qui sera très fort pour l'avenir de demain, qui va soutenir notre continent. Alors, je vais te laisser aussi voir s'il y a des livres que tu aimerais présenter. Un des livres importants, c'est celui que nous avons dit là, Race First. Ça signifie premièrement la race. Ça, c'est une faiblesse que nous avons développée dans l'État. C'est ce qui vient de l'éducation, bien entendu. Nous avons été éduqués à ne pas aimer notre race. En fait, un des rêves réfragants de tout enfant noir de mon époque et de beaucoup d'autres époques, en fait, quand on était petit, on rêvait souvent, tous les noirs avaient un rêve fréquent de se réveiller le matin d'être devenus blancs.
C'est un les rêves féconds. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait les films de Booba, tout était des blancs. Les héros à la télévision étaient des noirs, des blancs. Alors quand vous avez un film, dans un film, vous avez un noir, c'est un serveur. C'est un boy, comme on disait. Alors, on s'est identifié à une race qui n'est pas la nôtre. C'est comme ça qu'on a une éducation qui n'est pas la nôtre. On a créé des individus dysfonctionnels qui ne peuvent pas fonctionner au sein de leur cercle culturel. Mais quand ils vont à l'étranger, où ils ont été formés, pour lesquels ils ont été formés à fonctionner, ils ne font que des esclaves. Je vais vous rappeler ici, quand l'esclavage finit aux États-Unis, les hommes noirs sont devenus libres. En fait, les gouvernements américains, avec la suprématie blanche, ils ont trouvé les moyens de remettre le même système de l'esclavagisme. En fait, quand les hommes noirs sont devenus libres, quels les travails qu'ils pouvaient aspirer, vu qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas été à l'école, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était être des serveurs de bar. Alors, les serveurs de bar, le système américain a introduit un système qui a, en fait, renouvelé l'esclavagisme. C'est-à-dire quoi? Les serveurs de bar n'étaient pas payés. Ils étaient payés sur, comment on appelle ça? Des pourboires. Il n'y avait pas de salaire fixe. Il n'y avait pas de salaire fixe, c'est-à-dire, vous travaillez, continuez à travailler comme un esclave, avec la différence que si dans la facture, il y a un pourboire obligatoire, que, disons, les clients payent. Et c'est avec ces pourboires qu'on vous paye. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez de l'argent, mais en réalité, vous n'êtes qu'un esclave. Parce que vous n'êtes pas payé, vous êtes obligé à travailler gratuitement. En fait, le pourboire n'est pas souvent obligatoire, c'est le choix de... C'est facultatif. Facultatif, exactement. Donc, si, par exemple, la personne que vous avez servie est raciste, par exemple, alors vous ne recevrez pas de pourboire. Non, vous avez un salaire... C'est la réalité, en fait. Vous avez un salaire facultatif. C'est ce qui fait que, en fait, quand on manque d'éducation, on n'est plus capable de raisonner, de voir que l'esclavagisme continue. Regardez la condition dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent en Europe, sans papier. Vous êtes un prisonnier. Quand vous avez un papier, vous n'avez pas de lois, vous n'avez pas des droits. Des droits, c'est ce qu'on appelle l'apartheid. On a trouvé un mot différent et on dit que l'apartheid a fini. Non, elle est devenue plus énorme. Avant, l'Afrique du Sud a servi comme champ d'expérimentation. Maintenant, on l'a explosé partout. Nous vivons sous apartheid. Les points, c'est lesquels? Les points, je ne vais pas martyriser comme généralement, les Noirs, nous avons tendance à nous martyriser, à faire des victimes, à nous victimiser. Ce que je vais dire ici, c'est que je donne les raisons pour lesquelles nous devons nous centrer sur la race. Quand nous nous centrons sur la race, comme ça qu'on dit race first, la race en premier, nous allons produire une éducation, ok, qui opte pour la valorisation raciale. Avec la valorisation raciale, nous avons la valorisation de nos traditions, de nos modes d'être et leur élévation. C'est dans ce moment-là qu'ils nous auront devenir forts. C'est comme ça que ici, il y a notre livre qui parle aussi des 100 ans, 1000 ans de présence africaine en Asie, encore écrit par une chose Rachidi. Il y a beaucoup de livres. Il y a un livre ici qui parle de la destruction de la civilisation noire. Ici, nous devons comprendre que nous devons être conscients de l'histoire. On dit que depuis moins 4000 ans, 4500 ans avant Jésus-Christ à 2000 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une attaque continuelle, sans merci et sans quartier, contre la race noire et la culture noire. Et vous pouvez la voir. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Qu'est-ce que cela a produit? Cela a produit un démembrement dans le monde noir. Et le monde noir est en train de fondre parce que l'éducation. Je vais finir en disant ceci. Quand on dit comment nous allons éduquer nos enfants, il y a 30 ans, les gens disaient, ah, chez nous les Tchoko, on fait comme ça. Chez nous, les Bambara, on fait comme ça. Chez nous, les Bessingombe, on fait comme ça. Chez nous, les Luba, on fait comme ça. Parce que l'éducation, elle est familiale. Elle est traditionnelle. C'est quitte à chaque personne se rendre compte des valeurs traditionnelles dont il comporte, qui sont incorporées à l'intérieur de sa tradition et les transmettre comme valeurs de base à ses enfants. Et l'école qui enseigne les métiers part d'une personne ayant déjà une tradition. Quand vous allez ici, l'Écossais, il est écossais. Il a une tradition écossaise. Il ne va pas apprendre à être écossais à l'école. L'école lui apprend les métiers. Vous voyez, quand vous allez un Italien ne va pas apprendre à être italien à l'école. Là, il va apprendre les métiers. Il est italien par tradition parce que il y a une éducation culturelle qui est importante. Mais cette éducation doit pouvoir s'élever et ne doit pas, je insiste, nous devons apprendre à faire la différence entre l'éducation traditionnelle noire, cachopienne,
et l'éducation coloniale que nous avons subie, que nous avons été forcés à prendre, à mettre en application. Sinon, on allait mourir. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense avec ça, on a fini. J'aimerais poser une question sur ces chefs d'œuvre que je suis en train de voir devant moi là. C'est comme c'est le plateau de Bikoudi, il s'agit de quoi? C'est justement. Oh, si je peux me permettre de poser une question, bien entendu. Non, je vais faire une présentation dessus. Alors, la raison pour laquelle j'ai porté ça, c'est une paire de chaussures que j'ai fabriquée. Alors, j'ai fabriqué la paire de chaussures en utilisant un wax en originaire du Nigeria. Ouais. En fait, parce que moi, je n'utilise pas du wax. En fait, c'est vrai que bon, je fais tout de mon possible pour ne pas utiliser le wax de la Néderlande, donc le wax des Pays-Bas. La raison pour laquelle, c'est parce que ce wax, premièrement, est de très mauvaise qualité pour la santé. Elle n'est pas bonne pour la santé. Surtout pas bonne pour la santé en Afrique parce que c'est un matériel qui n'est pas très bon. Et deuxièmement, c'est pas bien pour l'économie. En fait, ça n'aide pas notre économie. Donc, c'est fait pour juste un marché africain sans pour autant être provenant du marché et sans pour autant connaître ce qu'on aime. Mais alors, c'est une chose qui est mis comme donc c'est comme une chose qu'on est reconnu pour, mais ça fait pas partie de notre tradition. Mais par contre, ce wax vient tout d'abord du Nigeria. Et c'est une paire de chaussures que j'ai fait pour une artiste qui va faire une performance au Royal Concert Hall à Glasgow le samedi, le dimanche. Événement important. Alors. Un événement important. Donc alors l'artiste m'a demandé, parce que comme je fais des bijoux avec des wax et tout, alors elle m'a demandé de lui faire quelque chose qui sera très spécial. Alors, je lui fais la paire de chaussures avec le wax à l'intérieur. Je signale que j'ai ma cravate modèle noir là. C'est une production aussi de Bikoudi. De Bikoudi, voilà. Ouais, avec donc, un bracelet qui s'habille. Non, merci beaucoup. Alors, vraiment, le point très important, c'est de trouver ce qu'on peut faire. Donc, peu importe ce que c'est de trouver comment on peut créer de l'art, comment on peut recréer l'art, comment on peut faire pour, par exemple, apprendre à faire les décorations pour la maison, comment on peut faire pour nos cheveux, comment on peut faire pour notre peau et aussi comment on peut faire pour notre mental. Je pense que c'est très important parce que beaucoup de personnes vont se dire comment est-ce que Bikoudi est dans l'éducation, mais c'est parce que l'éducation est très importante. Donc, c'est en ayant une éducation et en valorisant ce qu'on a. D'abord, en valorisant nos grands-parents, en valorisant nos parents, en valorisant notre terre, en valorisant ceux qui étaient là avant nous. C'est comme ça qu'on peut créer. Et la raison pour laquelle, encore une fois, j'ai ça, c'est juste pour vous montrer comment c'est... je ne dirais pas que c'est très facile parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais comment on peut utiliser notre mental et apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Donc, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses si on s'y met vraiment. Et aussi, c'est que tellement que on n'a pas beaucoup d'industries sur notre continent parce qu'on importe beaucoup d'éléments. Et si on aime beaucoup quelque chose, on doit être en mesure de le faire. Et surtout en étant congolaise, un poids qui me pèse très souvent, c'est le fait que beaucoup de Congolais aiment s'habiller en Gucci, aiment s'habiller en, je ne sais pas, je connais même pas les marques, heureusement. Alors Versace par exemple, les Armani et tout ça. Et ce sont des marques qui, je ne dis pas que ce sont des marques qui sont mauvaises, mais ce sont des marques qui sont faites pour des stars d'abord. Et aussi ce sont des marques qui sont faites par une personne qui veut valoriser ce qu'il est. Donc, il valorise ce qu'il est, il valorise sa culture italienne ou valorise sa culture, je ne sais pas d'où. Donc, quand vous achetez un vêtement de Versace, peu importe si vous venez de l'Afrique ou d'où, mais l'argent que vous donnez, ça rentre dans le pays d'origine et ça enrichit l'Italie. Et à la fin, on va se demander pourquoi est-ce qu'on laisse notre continent. C'est parce que, bien évidemment, on passe tout notre temps en enrichissant les autres. Et pourquoi on le fait? C'est parce que notre mental n'est pas enrichi. Oui, c'est qu'on rentre au problème de l'éducation parce qu'à ce moment-là, on continue au projet de la colonisation, c'est-à-dire les transferts des richesses des colonies vers la métropole. En achetant une pièce d'habit qui vient de la métropole, en fait, vous avez fait un transfert des richesses vers cette métropole. En fait, nous contribuons tous dans cette économie, dans ce système, à détruire l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'homme blanc qui détruit l'Afrique. L'Africain est complice, consciente et inconscient dans la destruction de la terre pour lesquelles il plaît vouloir libérer. Il y a ce qu'on appelle un paradoxe. Oui, en fait, c'est un paradoxe, c'est parce que on est nous-mêmes la destruction de notre futur. Exactement. Donc, c'est ça le paradoxe. Et c'est comme ça que vraiment, moi, j'aimerais aussi donner une annonce.
Parce que souvent, d'abord, j'aimerais aussi remercier les personnes qui nous soutiennent, les personnes qui nous regardent, les personnes qui sont toujours là à avoir un échange positif avec nous. Parce que franchement, je dis toujours que j'ai de la chance que les soutiens que j'ai, c'est toujours un soutien positif vers la communauté. J'en suis vraiment très contente. Nous saluons la communauté. Et je salue la communauté de Glasgow aussi. De Londres qui nous soutiennent beaucoup. Et la communauté de Londres et la communauté d'un peu partout, parce que je ne peux pas juste me limiter là. Il y en a la communauté de la France, l'Allemagne, on a beaucoup de pays à saluer. Donc je salue toute la communauté. Sans oublier ceux qui nous suivent directement de Cachopa. De Cachopa aussi. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que peu importe où vous vous trouvez, on va faire, donc comme on a dit, on a parlé de l'académie de la culture noire. Ouais. Mais à part ça, avec les projets qu'on fait, si vous avez des projets, vous aimeriez faire quelque chose, par exemple, créer un club de lecture ou bien vous ne savez pas comment commencer pour vous instruire ou vous ne savez pas que faire avec votre talent, alors veuillez bien nous contacter. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, pour le mot de la fin, pour moi, je dirais que je suis vraiment très contente d'avoir passé ce moment ici. Et surtout, c'est un message qui aussi m'a fortifié moi-même d'abord. Et j'étais très contente, très ravie d'être ici. Alors, je vais passer à Kinkela pour voir s'il a un message à vous donner comme message de la fin. Et comme message de la fin, je dirais peut-être un motto, un mot de guerre que je lance contre toutes les consciences coloniales de l'Afrique. Et c'est aussi un mot d'appel à tous mes frères et sœurs noirs. Je dis Cachopa, notre terre, la terre de nos ancêtres, n'est pas une parcelle à vendre. Je verrai que l'on sent très bien cette vérité, qu'on soit prêt à se battre pour ce qui nous appartient, pour notre hérédité. Cachopa n'est pas à vendre, cette parcelle n'est pas à vendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, donc à la prochaine.